Ok, voilà la problématique du jour. J'ai un peu de sous de côté et je voudrais investir, mais je voudrais aussi que mon argent soit le plus efficace possible. D'accord, mais quand tu dis efficace, tu penses à quoi exactement? Le grand classique? Un maximum de rendement avec un minimum de risque? Mais non. Enfin ok, si. Disons qu'il ne faudrait pas non plus que ça rapporte rien, mais le critère principal, ce serait plutôt « je voudrais que mon argent serve une noble cause ». D'accord, définis noble cause? Bah, tu fais exprès de pas comprendre ou quoi? Pas d'entreprises qui exploitent leurs employés, qui délocalisent tout le temps, qui augmentent jamais les salaires, pas d'entreprises qui défoncent l'environnement à coups de déforestation, de polluants chimiques ou de plastique, ou encore qui émettent des tonnes et des tonnes de gaz à effet de serre. Ok, donc si je résume, ton idée ce serait d'investir uniquement dans des entreprises responsables d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire qui cherchent à contribuer positivement à la société, avec comme objectif, j'imagine, si la tendance se généralise, de forcer de plus en plus d'entreprises à s'inscrire dans une activité, dans une démarche sociale et environnementale. Voilà, c'est exactement ça. D'accord, alors, première chose à bien comprendre. Entre toi qui as de l'argent à placer et les entreprises qui ont besoin d'argent pour investir, il y a différents acteurs. Les professionnels qui décident d'investir dans telle ou telle entreprise selon tel ou tel critère travaillent dans ce qu'on appelle des sociétés de gestion, qui, elles, gèrent des fonds d'investissement. Tu peux leur confier ton argent en achetant des parts de ces fonds. Comme tout le monde peut faire la même chose, ça fait que ton argent est mis en commun avec d'autres investisseurs qui ont les mêmes objectifs que toi. Seulement voilà, des sociétés de gestion, il y en a des centaines. Des plus grosses comme BlackRock, Amundi ou BNP Paribas, à des sociétés plus entrepreneuriales comme Ecofi ou Sycomore Asset Management. Ok, donc là si je comprends bien, en plus d'avoir plein de sociétés de gestion, j'imagine qu'il y a aussi plusieurs fonds par société de gestion. Exactement. Et c'est là que ça devient complexe. Parce qu'il y a des centaines de sociétés de gestion proposant chacune des dizaines de fonds, il y a des milliers de possibilités pour toi. Ah, ok, je vois. Trop de choix, tue le choix, quoi. Mais il doit bien y avoir des gens dont le boulot c'est de guider les épargnants au milieu de tout ce bordel, non? Oui, ton conseiller bancaire, un conseiller en gestion de patrimoine ou encore un robot advisor sur Internet. Ce qui va changer entre tous ces acteurs, c'est la qualité du conseil et l'accès plus ou moins restreint aux différentes sociétés de gestion et donc aux différents fonds d'investissement. Mais quelle que soit la porte d'entrée et le support que tu choisisses, PEA, assurance vie, compte titre, les professionnels des placements ont beaucoup plus l'habitude d'appliquer des filtres relatifs à la tolérance au risque et à tes attentes en termes de rentabilité, plutôt qu'à une volonté d'investir de manière responsable. Quoi, ça veut dire que même les pros savent pas forcément m'orienter? Ils te proposeront une première sélection basée sur des critères de risque et de rendement, ce qui est déjà une bonne chose, mais au sein de cette sélection, la question va se poser. Comment trouver des fonds qui investissent uniquement dans des entreprises qui se comportent de manière responsable d'un point de vue social et environnemental? Et donc la réponse est... Et malheureusement, la seule vraie réponse est il faut que tu t'intéresses en détail aux fonds qu'on te propose. Tu peux te concentrer sur 2 documents de seulement 2 pages chacun. Le numéro 1, c'est le document d'information clé pour l'investisseur. Tu connaîtras l'objectif du fonds, sa stratégie, la méthode de sélection des entreprises, son profil rendement-risque, ses performances et ses frais. Numéro 2, le reporting. Celui-là te donne des informations plus détaillées sur les performances, les principales entreprises en portefeuille, ce genre de choses. Disons que c'est un peu plus concret, quoi. Et évidemment, tu vas trouver ça facilement sur Internet. Donc, si je comprends bien, le premier doc, c'est pour comprendre ce qu'est le fonds, et le deuxième pour comprendre ce qu'il fait. C'est ça. Le document d'information clé, c'est la documentation légale qui doit obligatoirement être remise à l'épargnant et qui décrit les grandes lignes de la méthode utilisée par le fonds pour sélectionner les entreprises. C'est la façon dont la société de gestion s'engage à gérer le fonds. Le reporting, lui, ça rend compte de la façon dont le fonds est effectivement géré et des performances. Tu parles d'un truc relou, faut décortiquer des docs financiers pour être sûr. Y a pas un label, un tampon, un machin qui permet de faire rapidement la différence entre les bons et les mauvais élèves? Si, ça existe. Il y a notamment 2 labels en France qui peuvent te permettre de faire un premier tri. Ces labels, même si ça commence à venir, sont encore peu proposés par les conseillers financiers, donc il ne faut pas oublier de les demander spécifiquement. Et attention, ces labels ne valident qu'une méthode d'investissement responsable, mais ils ne sont pas une garantie que tu ne perdras pas d'argent ou que tu vas en gagner beaucoup. Ah voilà, quand même, on respire. Alors c'est quoi ces labels? Le premier label s'appelle ISR, pour Investissement Socialement Responsable, et il a été créé par le ministère des Finances en 2016. Le deuxième vient juste de prendre le nom de Greenfin, et il a été créé par le ministère de l'Écologie un peu avant. Les fonds d'investissement qui sont labellisés ISR ou Greenfin ont clairement adopté une démarche qui va dans le sens de ce que tu souhaites donner à ton investissement. Et je te conseille de mentionner ces labels à ton conseiller bancaire ou à ton conseiller en gestion de patrimoine pour qu'il te sorte la liste des fonds auxquels il a accès et qui sont labellisés. Ok.
Et du coup, quelle différence entre les deux labels? Alors, le label ISR repose sur une notation des entreprises selon des critères dits ESG pour environnement, social et gouvernance. La note environnementale doit théoriquement tenir compte de l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, CO2 et compagnie donc, de l'impact sur la biodiversité, de l'utilisation des sols, du stress hydrique, des polluants émis, etc. La note sociale est supposée poser la question du traitement des employés et de leur sécurité, du respect des droits de l'homme, des conditions de travail dans l'entreprise et chez les fournisseurs. Et puis pour la note gouvernance, elle sert à évaluer la transparence de l'entreprise, son respect des lois notamment en matière de fiscalité ou encore le fait qu'elle ne prenne pas part à la corruption dans certains pays. Ah, ça a l'air plutôt pas mal ça, non? C'est vrai, la démarche va dans le bon sens, mais il faut quand même bien comprendre que si pour obtenir le label, il faut noter les entreprises selon des critères ESG, les méthodes d'évaluation sont laissées libres. Un des seuls critères quantitatifs imposés, c'est que la méthode de notation doit filtrer au moins 20% des entreprises testées. C'est un peu comme si tu étais prof et que je te demandais de fabriquer une évaluation permettant de tester les connaissances de tes élèves en français, philo et histoire. Je te laisse libre de construire les évaluations comme tu le souhaites. Par contre, je viendrai vérifier qu'au moins 20% de tes élèves ratent le test. Mais je comprends pas. Si les fonds peuvent choisir la méthode de notation et les règles d'entrée et de sortie des entreprises, il n'y a aucune contrainte en fait. Les fonds peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, il y a des contraintes. Le label ISR oblige les fonds à définir un cadre qui, en plus d'une évaluation classique sur la profitabilité des entreprises, contient une évaluation environnementale, sociale et de gouvernance. Évaluation qui, avant ISR, n'était pas très répandue. Par contre, la méthodologie qui permet ces évaluations ESG est laissée libre. Ensuite, le label organise des audits tous les ans pour vérifier que le cadre est bien respecté. L'idée est, dans un premier temps, de ne pas rendre la labellisation trop contraignante, afin de maximiser son adoption avec comme objectif, dans un second temps, d'augmenter les contraintes, notamment pour mesurer l'impact réel des investissements. Pour le moment, la stratégie semble fonctionner, puisque les fonds ISR sont passés de 60 à 130 milliards sous gestion entre fin 2018 et fin 2019. Ouais, enfin, du coup, le coup du « on renforcera les contraintes plus tard », ça sent un peu la promesse dans le vent, non? C'est pas impossible, mais il semble bien que l'augmentation des contraintes soit dans la ligne de mire des membres du comité de gouvernance du label. Quoi qu'il en soit, la souplesse méthodologique permise par l'ISR n'est pas forcément mauvaise, parce que les thématiques environnementales, sociales et de gouvernance sont complexes et sujettes à débat. Par exemple, comment savoir si une entreprise participe fortement ou non aux émissions mondiales de gaz à effet de serre? Prends Lafarge, qui est une entreprise qui produit du ciment, un composant qui permet de faire du béton. L'activité de Lafarge est indispensable à la construction d'infrastructures et donc au développement des pays pauvres. Cependant, pour produire du ciment, il faut faire chauffer différents matériaux à 1400 degrés. Et pour y arriver, on n'a pas le choix que d'utiliser du gaz, du pétrole ou du charbon. Donc on émet du CO2. On estime que la fabrication du ciment est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. D'un autre côté, prends Amazon, qui, entre autres, met en relation des vendeurs et des acheteurs de biens de consommation via une plateforme numérique et qui gère des entrepôts. Amazon est à première vue beaucoup moins émettrice de CO2 que Lafarge. Cela dit, est-ce qu'on peut dire que les gadgets vendus sur Amazon sont aussi utiles au développement humain que du ciment? Sans compter que les gadgets en question ont fort probablement été produits en brûlant des combustibles fossiles. Et pourtant, comme Amazon n'est que l'intermédiaire, le CO2 issu de leur fabrication ne lui est pas attribué. Alors sachant tout ça, entre Amazon et Lafarge, t'investirais plutôt dans lequel, toi? Lafarge. Y a pas une histoire comme quoi ils ont financé Daesh? Exact, ça rentre justement dans la catégorie gouvernance des notations ESG. Pas de corruption, pas de financement du terrorisme non plus. Du coup, nombreux sont les fonds labellisés ISR qui ont exclu l'entreprise de leur portefeuille. Ouais, ok, je vois bien le truc. C'est peut-être pas si mal de laisser de la marge de manœuvre aux financiers, mais du coup, si on laisse faire ce qu'ils veulent, il pourrait y avoir des arnaques, donc il faut rester méfiant. Juste pour te donner un exemple, il existe des indices dits bas carbone qui rassemblent des entreprises soi-disant peu émettrices de CO2. On y retrouve des boîtes comme Amazon, Google, Facebook, Walt Disney, Visa, JP Morgan, Boeing, Chevron, Pfizer, Johnson & Johnson. Chevron. Mais Chevron, c'est une boîte qui extrait du pétrole, ça? Oui, elle extrait du pétrole, mais elle le brûle pas. Tu vois bien comme c'est complexe. Ah ouais, non mais là, on va pas s'en sortir. Autre point important, dans le cadre du label ISR, la création d'une grille de notation ESG est un exercice compliqué. Ainsi, il existe des agences de notation qui établissent leurs propres grilles dans le but de les vendre aux sociétés de gestion. Si le détail de ces grilles reste payant, les notes qui résultent de leur application sont parfois publiques. Ok, donc ce que ça veut dire, c'est que même moi, je peux voir les notes ESG des entreprises cotées en bourse. Oui, par exemple, Yahoo Finance publie les notes issues de la grille créée par Sustainalytics. Ok, mais alors? Eh bien, prenons deux grandes entreprises françaises, Total et Suez.
En gros, Total a 4 grandes activités. L'extraction de pétrole et de gaz, le raffinage et la pétrochimie, la distribution de produits pétroliers et une petite partie comprenant des panneaux solaires, des batteries et de la production d'électricité renouvelable. Bon d'accord, surtout 3 grandes activités quoi, hein. La dernière c'est juste pour faire joli. Pour Suez, le cœur de métier c'est le traitement et la distribution de l'eau, ainsi que la collecte, le traitement et le recyclage des déchets. Avant de regarder les notes ESG de ces 2 entreprises, je te pose une question. Par rapport à ton objectif d'investissement, choisir des entreprises socialement et écologiquement responsables, t'investirais plutôt dans quoi? Suez ou Total? Eh ben du coup, Total et ses émissions de CO2, non merci. Alors que Suez et sa gestion de l'eau et des déchets, c'est quand même un peu plus utile, donc Suez. Pourtant, voici les notes ESG de Total et de Suez. Comme tu peux le voir, ce sont des notes sur 100 et les 2 entreprises sont quasiment au même niveau. Autrement dit, en utilisant la grille de notation de Sustainalytics, un fonds labellisé ISR n'aurait aucune raison de ne pas financer tout autant Total que Suez. Total se tape 81 sur 100 en note environnementale, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et oui, plus une entreprise est grosse, plus son service de communication est puissant et bien organisé, plus il est facile de réfléchir à des engagements peu contraignants, pas forcément très efficaces, mais qui semblent magnifiques sur le papier. C'est le principal biais des notations ESG. Plus les entreprises sont grosses, meilleures ont tendance à être leurs notes. Encore une fois, les labels sont des premiers filtres, mais il faut creuser. Par exemple, contrairement à ce que tu pourrais croire, les fonds qui ont fait l'effort de mettre en place leur propre grille de notation ESG peuvent être intéressants parce que ça leur coûterait probablement moins cher d'utiliser les services d'une agence de notation qui vend une grille déjà toute faite. Donc s'ils ont leur propre grille, c'est peut-être parce qu'ils ont une réelle volonté de bien faire ou qu'ils ont une réelle expertise. Mais pour en être vraiment sûr, faut aller regarder au-delà de la simple obtention du label ISR. Bref, l'idée du label, c'est de forcer les financiers à faire une analyse qui tient compte des critères ESG, mais la qualité et la pertinence de cette analyse est très différente d'un fonds à l'autre. Autrement dit, un fonds labellisé ISR est un excellent signe, mais c'est pas une condition suffisante pour y aller les yeux fermés. Ok. Et l'autre label du coup? Le label Greenfin est un label beaucoup plus contraignant avec des règles strictes et des audits plus fréquents. Par contre, il se concentre spécifiquement sur l'impact environnemental des entreprises, avec pour objectif de clairement délimiter les bons des mauvais élèves. Par exemple, pour être labellisé Greenfin, il est interdit d'investir dans une entreprise dont l'activité relève de l'exploration, la production ou l'exploitation de combustibles fossiles. La filière nucléaire est également entièrement proscrite, donc pas de Total dans le portefeuille, ni d'Areva. Enfin, Orano maintenant. Tiens, c'est marrant, moi je croyais que le nucléaire émettait très peu de gaz à effet de serre. C'est vrai, mais l'impact environnemental ne se limite pas qu'aux gaz à effet de serre. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de s'intéresser aussi à l'impact sur la biodiversité, l'utilisation des sols, le stress hydrique, les polluants émis, etc. Cependant, il est vrai que même en considérant tous ces impacts, le nucléaire demeure un sujet clivant et tous les experts ne sont pas du tout d'accord quant au rôle qu'il devrait jouer dans la décarbonation de l'économie. Certains pensent qu'on ne peut pas réussir une transition énergétique sans, tandis que d'autres affirment le contraire. Le label Greenfin, tel que défini actuellement, tranche le débat. Ouais d'accord, donc ça rejoint bien ce que tu disais quoi. Là où ISR laisse la liberté pour interpréter, Greenfin veut davantage tracer une frontière bien nette entre les bons et les mauvais. C'est ça, et le revers de la médaille, c'est que c'est un label moins utilisé. Seulement 10 milliards sous gestion en 2019 contre plus de 10 fois plus pour ISR. Ah bah oui, forcément. En plus des restrictions à l'investissement, le label Greenfin définit une liste de secteurs qu'il nomme éco-activités et que les fonds qui veulent être accrédités doivent impérativement financer dans une certaine mesure. Énergie renouvelable, bâtiments énergétiquement performants, rénovation thermique, économie circulaire, industrie verte, transport propre, agriculture biologique et gestion durable des forêts, adaptation au changement climatique, etc. Or, le périmètre de chacune de ces éco-activités est forcément sujet à débat. Une voiture électrique est-elle plus éco-responsable qu'une voiture à essence? Évidemment que oui. Eh ben non, ça dépend. Une Tesla de 2 tonnes tout confort, conduite en Chine où l'électricité est produite par des centrales à charbon, est moins verte qu'une petite citadine de type C1 qu'on aurait allégée pour qu'elle consomme moins. De la même manière, si certains pesticides de synthèse semblent plus nocifs pour l'environnement que certains pesticides bio, il n'empêche que si ces derniers sont moins efficaces et qu'il faut compenser par un labour intensif, très mauvais pour les sols, l'objectif du moindre impact environnemental ne passe pas forcément par le bio. Bon, mais alors du coup, moi je dois chercher les fonds plutôt labellisés ISR ou Greenfin? À mon avis, les deux. Si les fonds obtiennent l'une ou l'autre de ces accréditations, voire même les deux, ce sont sûrement des fonds à considérer. Même si les labels que je t'ai décrits peuvent sembler imparfaits si on creuse un peu, il n'empêche qu'ils vont dans la bonne direction.
Forcer les financiers à considérer des critères autres que ceux de la rentabilité financière est un immense pas vers une économie moins inégalitaire, plus sociale et plus en phase avec les défis environnementaux. Cela dit, le tampon ISR ou Greenfin ne suffit pas. À toi d'aller plus loin dans l'analyse pour ensuite être sûr que le fonds promeut réellement par ses investissements l'idée que tu te fais d'une noble cause. Bon, va falloir que je m'y mette sérieusement du coup. Donc si on résume, chercher à investir ton épargne de manière responsable est une démarche pertinente dans le sens où, si elle se généralise, elle pourrait être une source de motivation puissante pour obliger les entreprises à se soucier des problématiques sociales et environnementales. Pour initier cette démarche, tu peux t'adresser à ton banquier, un conseiller en gestion de patrimoine ou un robo-advisor en n'oubliant pas de mentionner les labels ISR et Greenfin, parce qu'il est probable qu'on ne va pas te les proposer d'emblée. Le label ISR s'intéresse à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et est plutôt flexible. En effet, parce que les critères ESG sont très difficiles à estimer et qu'ils dépendent d'un contexte qui est différent d'une entreprise à l'autre, le label ISR préfère laisser de la marge de manœuvre aux financiers en leur permettant de mettre sur pied leur propre méthode d'évaluation. Ça permet aussi d'augmenter la vitesse d'adoption du label. Le risque de cette approche, c'est que les financiers se servent de cette liberté pour plutôt sélectionner des entreprises qui font bonne figure sur le papier, mais qui se concentrent en réalité sur leur rentabilité financière. Le label Greenfin s'intéresse aux impacts sur le climat et l'environnement, est audité ligne à ligne et est transparent sur ce qui est sélectionné comme vert, les écoactivités, et sur ce qui est exclu, fossiles et nucléaires, pour ne laisser aucun espace aux tricheurs potentiels. Le risque d'une telle méthode, c'est de laisser certaines activités du mauvais côté d'une frontière qu'on a voulu nette et précise, alors qu'elle est en réalité floue et dépendante d'un contexte particulier. Sans oublier que plus les contraintes sont nombreuses, plus lente est l'adoption du label. Enfin, si sélectionner des fonds qui ont obtenu ces labels est un bon premier filtre, il est indispensable de creuser davantage afin de t'assurer que ta sélection finale ira bien dans le sens que tu veux donner à tes investissements. Tout en gardant aussi à l'esprit que sur les marchés financiers, ça monte et ça baisse. Donc attention au risque de perte, l'horizon d'investissement, tout ça.